もう何度もお話しされてますから改めてご紹介するにも及ばないと思いますから、逆三さんは2023年一昨年の9月から日仏会館内に本拠を置くフランス国立日本研究所の所長をしておられます。でフランスでは2018年よりパリセットですね、今パリシテ大学と呼ばれてますがの准教授をなさっております。日本の現代文学中でも三島由紀夫の研究者でありまして、2015年にリヨン第三大学で権威的な物語三島由紀夫の幽谷と本場における純粋さのテーマと読者の位置という博士論文をでもって博士号を取得されております。特に三島の需要の問題に取り組んでおられまして、批評によってこの作家に向ける視線を刷新したいということを目指しておられます。また逆三さんは翻訳者でもありまして、三島の演劇論集のフランス語版「エクリ・シュル・テアトル」全2巻の翻訳者として刊行しておられます。これは三島の評論作品の最初のフランス語版であると同時にヨーロッパ近代語における最初のエディションでもあり、その意義は大変大きなものです。逆三さんは日本文学のほかシアンスポの学位も持っておられまして、広く文学とイデオロギー的文脈、歴史社会的文脈との関係にも関心を寄せておられます。それではどうぞ発表お願いします。Et donc, merci beaucoup, professeur Nakadi. Effectivement, comme professeur Nakadi a fait la gentillesse de le remarquer, j'avais dirigé un ouvrage de traduction des écrits de Mishima sur le théâtre. Et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux essais littéraires de Mishima qui sont malheureusement relativement peu traduits en langue occidentale. Donc, je ne sais pas s'il est facile de parler de style tardif pour parler de Mishima. En tout cas, les deux notions de l'âge avancé de la tradition médiévale occidentale que mentionne Antoine Compagnon, donc Senectus, la vieillesse lucide et expérimentée, et Decrepitas, la vieillesse froide et diminuée, semblent inutilisables pour évoquer un écrivain qui s'est donné la mort à 45 ans. Je n'établirai pas ici la liste des multiples hypothèses qui pourrait expliquer son suicide, qui varie d'ailleurs considérablement en fonction des interprètes. Mais je note que l'une des raisons souvent mentionnées, et qui semble plutôt recevable, est précisément la gérontophobie de Mishima. Pour Mishima lui-même, la vieillesse était nécessairement Decrepitas, plutôt que Senectus. Il n'a pas voulu tenter le diable. Sa crainte obsessionnelle de finir en vieillard décrépit nous a privés de le connaître sous la forme d'un vieillard vénérable. Il est clair que pour Mishima, la vieillesse ne pouvait être qu'un naufrage, et la façon dont il décrit des personnages ayant atteint un âge avancé dans son dernier roman, le dernier tome de La mer de la fertilité, ne laisse sur ce point aucun doute. C'est une liste de clichés gérontophobes. Les vieux sentent, les vieux sont hypocondriaques, obsédés par la mort, ils sont jaloux de la jeunesse, ils sont susceptibles, ils sont pointilleux, etc. Alors non seulement Mishima n'a pas atteint un âge avancé, mais en outre, je ne sais pas s'il est aisé de cerner une période spécifique de la fin de sa carrière qui la distinguerait des périodes précédentes. La notion de style tardif renvoie à l'âge de l'artiste, mais elle implique aussi, il me semble, l'idée d'une certaine durée, d'une certaine période. Elle permet de définir une période du parcours créatif d'un artiste. Et sur ce point, il n'est pas évident de dégager un moment de basculement qui permettrait de dire qu'il y a une dernière période de Mishima très définie, avec un style spécifique, etc. Le trait distinctif des 3 dernières années de sa carrière, donc 1967-1970, c'est le nombre important d'essais politiques qui témoignent des convictions de Mishima à la fin de sa vie. Mais en dehors de cela, je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'il y a une rupture foncièrement marquante du style ou de sa démarche artistique. Même si je donnerai quelques pistes quand même en ce sens.
Beaucoup d'interprètes ont néanmoins noté une impression d'urgence, une volonté d'en finir, particulièrement frappante dans le cas du 4e tome de La mère de la fertilité, donc Tennin Gosui, l'ange en décomposition, dont le style semble plus heurté, plus lapidaire que les autres romans de littérature dite pure, donc Junbungaku, ou littérature blanche en français, de Mishima, ce qui donne d'ailleurs à ce texte une certaine puissance et originalité. Et volonté d'en finir qu'on trouve aussi dans l'inachèvement de l'essai dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, donc Shosetsu to wa nanika, excusez-moi, qu'est-ce que le roman? Donc peut-on malgré tout parler d'un style tardif de Mishima? Est-ce que la catégorie pourrait aussi s'appliquer aux écrivains pressés d'en finir avec la vie, mais loin d'avoir atteint un âge critique? J'essaierai de répondre à ces questions, d'abord en venant rapidement sur la façon dont les dernières œuvres de Mishima sont généralement reçues. Elles sont, en l'occurrence, souvent perçues comme étant excessivement sérieuses, graves, témoignage d'un style qui lorgnerait déjà sur la mort et les abîmes. Dans une seconde partie, je remettrai en cause cette réception. Le dernier Mishima se révèle aussi excessivement léger, ironique, et son style semble plus libre, plus décousu, parfois plus proche du grotesque que dans les périodes précédentes. Et pour finir, je montrerai comment cette dimension parfois fantasque, baroque de ce dernier Mishima s'exprime donc dans la pensée du roman qu'il élabore dans cet essai assez passionnant. Qu'est-ce que le roman? Que j'espère avoir la chance de traduire un jour. Alors sur la réception des dernières œuvres de Mishima, j'essaierai d'être assez bref, car ce sont des choses qui sont connues, et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer et d'écrire sur cette question à plusieurs reprises. Mais comme vous le savez sans doute, la fin de Mishima a entré une lecture souvent téléologique de son œuvre. Donc on a relu toute l'œuvre de façon rétrospective, en estimant qu'elle aboutissait et annonçait nécessairement la mort de l'écrivain. Cette lecture s'inscrivait dans un cadre circulaire qui établissait une sorte d'équivalence entre la biographie de l'auteur et les œuvres. Donc l'homme expliquait l'œuvre et l'œuvre expliquait l'homme. Et dans ce type de lecture qui considère en fait que la réponse à la mort de Mishima est dans son œuvre et que son œuvre doit être lue comme une sorte d'annonciation, de prémonition toujours renouvelée de sa mort, cet angle de lecture qui finalement réduit l'œuvre à la question, de mon point de vue, assez inintéressante de savoir pourquoi il est mort, cet angle joue un rôle déterminant dans la lecture de la dernière partie de l'œuvre de Mishima. Donc, les essais politiques de la fin de sa vie, la tétralogie, donc Rojonomi, la mère de la fertilité, et notamment le dernier tome, Tennin Gosui, donc l'ange en décomposition, ou ses dernières pièces de théâtre, comme la toute dernière, La terrasse du roi lépreux, Raion no Terasu, sont utilisés pour alimenter ce type de lecture qui cherche la réponse à la mort de Mishima. Le mythe de l'œuvre finale ne fait-il pas partie de l'illusion rétrospective et de la prédiction du passé, péché familier des historiens, note Antoine Compagnon dans La vie derrière soi. De nombreux interprètes de Mishima ont dépensé beaucoup d'efforts et de temps à prédire a posteriori la mort de Mishima. Mais il faut reconnaître que cet écueil est au moins autant la responsabilité de l'auteur que celle des critiques, puisque Mishima a tout fait pour que cette logique circulaire qui lie la vie et l'œuvre soit installée. Et l'exemple le plus connu de cela, c'est la signature du dernier tome de la tétralogie par Mishima, le jour même de sa mort, alors qu'en fait, il avait achevé ce texte plusieurs semaines auparavant. Donc là, vous voyez le manuscrit de la dernière page de l'ange en décomposition, Tennin Gosui, et vous voyez donc ici le titre « La mère de la fertilité, fin », et puis la date, donc 25 novembre 1970, donc date de son suicide. Donc de la sorte, Mishima a fermé le cercle
qui sépare son œuvre de sa vie, et ce cercle nous ramène finalement toujours au même point, à la fois le départ et la fin du cercle, la mort de Mishima. Partant de la dimension testamentaire des derniers textes de Mishima, et notamment de la mère de la fertilité, les exégètes sont venus y trouver ce qu'ils cherchaient, un sentiment de fin du monde, le blanc de la mort, le vide d'un monde dépourvu de sens. Et donc l'Ange en décomposition, le dernier tome de la mère de la fertilité, illustre effectivement cela, c'est vrai. Il y a cette dimension de double nihilisme qu'on retrouve dans un certain nombre d'œuvres des années 60, à la fois un nihilisme moral, c'est-à-dire une vision négative et pessimiste de l'existence ou des valeurs de la société, et un nihilisme ontologique, sentiment de béance intérieure ou une révélation du néant constitutif du monde. Il y a énormément de scènes dans l'œuvre de Mishima qui sont parfois un peu différentes, mais qui reviennent un peu toujours au même, où tout d'un coup un personnage découvre que le monde est constitué de néant. Donc il y a ça dans Kinkakuji par exemple, où il voit vraiment tel quel le vide complet. Il y a ça dans Kyoko no Ie par exemple, ou dans Utsukushi Roshi. Il y a un nombre quand même considérable de ces révélations négatives dans lesquelles les personnages réalisent tout à coup qu'ils sont face au néant. C'est un peu la scène du marronnier. Je suis désolé pour les interprètes, je fais des apartés, mais c'est un peu la scène du marronnier de la nausée, mais sauf qu'il n'y a pas cet aspect fondu, c'est vraiment le néant complet. Et dans le cas de l'Ange en décomposition, c'est la célèbre scène dans laquelle le personnage de Honda, alors en fin de vie, va rendre visite à Satoko, l'amante de Kiyoaki, son amie d'enfance. Je rappelle très rapidement l'intrigue de Rojonomi, donc la mère de la fertilité. On suit un personnage tout le long, Honda, et lui-même est persuadé que les personnages des tomes 2, 3, 4 sont les réincarnations de son ami d'enfance, Kiyoaki, du tome 1. Et à la toute fin du tome 4, donc Honda va retrouver Satoko, l'amante de Kiyoaki, donc son ami d'enfance du tome 1, qui est devenue abbesse d'un couvent bouddhique. Il veut parler avec elle de Kiyoaki, et Satoko semble ignorer l'existence de Kiyoaki comme s'il n'avait jamais existé. Donc de la sorte, tout l'édifice sur lequel est construit à la fois l'histoire que Honda se raconte à lui-même, donc le fait qu'il suive le destin des réincarnations de Kiyoaki, mais aussi la tétralogie elle-même, se désintègre pour laisser place au néant que symbolise le jardin du couvent. Et c'est ce passage qui est très très fréquemment cité par les interprètes de l'œuvre. Hormis le chant des cigales, il n'y avait pas le moindre son, il régnait un silence total, il n'y avait rien dans ce jardin. Il était venu, songea-t-il, dans un lieu sans souvenir, sans rien. Le soleil d'été versait sa lumière sur le jardin immobile. Donc, suivant les idées du courant Rien que conscience Yoichi-Kiron, qui sert d'armature philosophique à la tétralogie, l'univers ne serait jamais que pure idéation, simple représentation mentale, et ainsi semble s'effacer toute distinction entre l'être et le néant. Et donc ce dernier effort de Honda pour monter jusqu'au temple de Satoko, un parcours ascendant qui vient ponctuer une série d'ascensions qu'on a tout au long de la tétralogie, qui symbolise un peu la quête religieuse du personnage, débouche sur rien, sur le jardin du nihil. Donc la focalisation sur ces thématiques du nihilisme de l'écrivain en fin de vie qui campe devant la mort, c'est pas une erreur, je ne dis pas que c'est une erreur d'interprétation, bien sûr, mais elle méconnaît d'autres aspects aussi intéressants, sinon plus, des derniers textes de Mishima. Alors, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais d'abord, à la fin de sa vie, Mishima, il écrit aussi des textes qui sont très débridés, qui sont ludiques, qui sont légers, qui ne coïncident pas du tout avec l'idée d'un écrivain sombre et obsédé par le destin fatal qui l'attend. Et c'est notamment Inochi Urimas, donc Vie à vendre, et c'était très frappant quand le roman a été traduit en français. Alors, il a été traduit à peu près simultanément en français, en italien, en anglais. Et c'est vrai, quand on a pu constater en France que les chroniqueurs
littéraires étaient assez stupéfaits par cette œuvre, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils n'avaient pas du tout cette image d'un Mishima, donc c'est une sorte de roman un peu léger où quelqu'un cherche à vendre sa vie, il n'arrive jamais à mourir alors que c'est son souhait, et Mishima mêle tous les genres, c'est une sorte de parodie un peu de toutes sortes de genres de littérature populaire. Et donc, ça a beaucoup surpris en fait en France, hein, parce qu'on n'avait pas du tout l'image qu'on avait de Mishima. Or, c'est un roman qui date de 1968. Donc, on est fin de vie de Mishima. Et il y en a au moins un autre qui n'a pas été traduit, qui est exactement dans la même veine, qui date de 1967. Donc, je ne reviens pas sur ça, mais voilà, d'abord, il y a aussi ces œuvres-là. Et par ailleurs, en se focalisant sur des questions thématiques, les critiques ont peut-être eu tendance à négliger la question du style, qui est sans doute aussi pertinente, sinon plus, pour essayer de dégager d'éventuelles spécificités du dernier Mishima. On peut se demander si la mort que Mishima planifie dans les derniers mois de sa vie, loin de le contraindre, ne l'a pas aussi libéré. Sans doute, les deux sentiments sont-ils synchrones. Mishima expérimente le poids de la mort qui approche et la liberté de celui qui n'a plus à rendre de compte. Et donc, je passe à ma deuxième partie, donc sur le style tardif comme lieu de liberté. Reprenant les analyses de Sedgwick, Saïd ou Adorno, Compagnon rappelle que l'œuvre tardive n'hésite plus à se montrer rude, abrupte, inharmonieuse, impolie, rugueuse, inconvenante. Elle heurte le décorum, bafoue le traditionnel commandement rhétorique au décète. Elle se rend inopportune, en retard, ou en avance, insouciante du contemporain. Il me semble que cette remarque s'applique assez bien à quelques-uns des derniers textes de Mishima, et notamment au 4e tome de la tétralogie, donc Tenningo Sui, l'ange en décomposition. Et je pense que ce texte et la notion de style tardif pourraient servir à réévaluer un petit peu le style de Mishima dans son ensemble. Mais je me permets d'ouvrir une parenthèse pour parler un petit peu de cette question du style chez Mishima. La langue de Mishima est louée pour sa qualité, son équilibre, sa richesse lexicale. Mishima a lui-même souvent insisté dans ses écrits sur l'importance qu'il accordait aux notions de géométrie, d'effets de convergence optique du texte et de l'intrigue. Le théâtre classique français ou l'écrivain Mori Ogai sont souvent sollicités comme des exemples à suivre. Et dans l'essai Watashi no Shousetsu Hōhō, ma méthode romanesque, qui date de 1964, Mishima utilise notamment une distinction assez intéressante entre les notions de buntai, donc buntai qui va s'écrire avec l'idéogramme de la phrase et du corps, le corps de la phrase, et bunsho, avec donc l'idéogramme de la phrase et l'idée de motif, qui, de mon point de vue, évoque assez étroitement la distinction de Roland Barthes entre l'écriture et le style. Quelqu'un qui sait écrire maîtrise les règles de clarté et d'élégance de la langue. Un auteur qui a du style a su donner une tournure personnelle et originale à la langue. Donc je cite, « L'écriture buntai est universelle, le style bunsho est personnel. L'écriture relève de l'idée, le style du tempérament. L'idée selon laquelle seuls des éléments d'ordre personnel et en lien avec notre tempérament individuel pourraient donner une valeur artistique au roman est une façon japonaise de penser l'art. » Je pense qu'il vise ici spécifiquement le Shishosetsu, le roman du jeu, en fait. Ajoutons que le style, semblable à un acte individuel, ne quitte pas le monde concret et ne peut se transmettre que de façon intuitive. Ici, nous touchons à la question des rapports entre l'écriture et la composition, ou encore la structure du roman. Nul thème en l'absence d'écriture, et de même nulle composition. L'écriture doit apporter sa vie et son mouvement, afin que ne cesse jamais d'opérer l'effet qui lie chaque détail à un autre, puis rattache l'ensemble ainsi constitué à la totalité de l'œuvre. Donc le souci d'écrire dans une langue claire et comportant une visée universelle est rattaché à celui de construire une œuvre rigoureusement structurée. L'écriture tend à devenir ici un concept très inclusif qui renvoie à la transitivité du texte, mais aussi à tout ce qui fait lien, structure, organise le matériau originellement dispersé de l'œuvre. Et par contraste, le style
marque l'enfermement de l'écrivain dans sa subjectivité et sera rattaché au texte ayant une structure lâche, écrit au fil du pinceau. Donc l'opposition stylistique se double d'une opposition d'ordre architectural. Et souvent, donc, Mishima insiste sur le fait que la littérature japonaise contemporaine aurait tendance à nier ou ne pas accorder d'importance suffisante au buntai, et à trop se focaliser sur le bunsho. Mais si Mishima insiste sur la dimension universelle, structurée, claire de la langue, il serait, à mon avis, erroné et peut-être même injuste de considérer que son style est toujours l'expression de ce souci de rigueur formelle et des géométries néoclassiques. Certes, Mishima est un écrivain dont le style est plutôt classique, surtout si on le compare par exemple à Oe Kenzaburo, son contemporain, qui triture beaucoup plus la syntaxe du japonais que Mishima. Et en ce sens, il est difficile de ne pas établir un lien entre leurs positions politiques respectives et leur rapport au style. Mais l'audace est aussi une partie intrinsèque de l'écriture de Mishima. On trouve dans son écriture des éléments qui viennent souvent déconstruire, en fait volontairement, l'équilibre classique qu'il s'attache par ailleurs à construire. Et c'est d'ailleurs souvent aussi théorisé dans ses essais littéraires. Il faut qu'il y ait des choses qui viennent déconstruire la rigueur géométrique, néoclassique, etc. On trouve une ponctuation parfois surprenante, avec l'usage de points de suspension pour marquer des coupures temporelles, un recours en fait assez fréquent aux phrases nominales, et puis surtout le recours à des images tout d'un coup très surprenantes, voire en décalage avec le reste des comparaisons et des métaphores, qui viennent rompre l'équilibre attendu de l'écriture et marquent une irruption soudaine d'un style débridé dans un ensemble de factures classiques. Comme le disait une collègue japonaise, il y a le sentiment de iwakan. Tout d'un coup, il y a quelque chose d'inharmonieux qui arrive comme ça, et c'est quelque chose qu'on a quand même très fréquemment dans l'œuvre de Mishima. À la fin de sa vie, Mishima, il me semble, largue peut-être un peu les amarres du buntai, justement, de l'écriture, pour aller vers autre chose, pour aller vers aussi peut-être un peu plus cet effet de patchwork qu'on a parfois dans son écriture, avec des morceaux plaqués sur d'autres, qui va à l'encontre en fait de l'image qu'on a de sa façon d'écrire, mais qui sont, à mon avis, des traits stylistiques importants. Certains passages de L'Ange en décomposition sont exemplaires à cet égard, marqués par une série de phrases nominales, une conjonction et un débordement d'images inattendues, des ruptures de rythme, des écarts importants dans la taille des chapitres, des paragraphes, autant d'éléments qu'on trouve assez rarement chez Mishima, usuellement, mais qui fournissent peut-être un cadre intéressant justement pour une autre façon d'envisager le roman et la littérature. Alors je passe donc à ma troisième partie, cette liberté qui procède peut-être aussi de l'urgence, elle n'est pas uniquement stylistique, elle exprime peut-être aussi un rapport plus existentiel, nouveau, de Mishima au genre du roman. Alors que buntai, l'écriture, donc, implique une volonté d'écrire dans une langue qui vise une forme de norme sociale, commune, universelle, Mishima, à la fin de sa vie, semble valoriser plutôt l'idiosyncrasie du style et le caractère personnel, et je dirais même peut-être antisocial, de la littérature. Et on peut faire remarquer ici que l'idée selon laquelle la littérature porterait en elle une charge antisociale a toujours été présente chez Mishima. L'auteur de Confession d'un masque a toujours une conscience très aiguë de cette pression sociale qui oblige l'individu à constamment jouer un rôle, à s'auto-objectiver dans le statut et l'identité que la société lui assigne. Certaines pages de ses essais évoquent presque les réflexions sartriennes autour de la notion de salaud. Quand il écrit, par exemple, dans l'essai « Réflexions sur le théâtre rédigé en coulisses », Kakuya de Kakareta Engeki no, qui date de 1957, un vieillard doit avoir l'air d'un vieillard,
un enfant d'un enfant, un ministre d'un ministre, un mendiant d'un mendiant. Tel est le précepte social que l'on vous assène. Son œuvre romanesque est parsemée de personnages qui feignent une normalité dont ils sont exclus, et sur ce point, il semble évident que son homosexualité ou sa bisexualité, en tout cas son exclusion relative de l'hétéronormativité, a joué un rôle, même si Mishima n'a par ailleurs jamais pris position sur ces questions et n'a pas choisi d'assumer publiquement sa sexualité. Comme on le sait, il s'est marié, il a des enfants, et des romans comme Kamen no Kokoraku, donc Confession d'un masque, et Kinjiki, Amours interdites, qui donc abordent de front la question de l'homosexualité, ont été suivis d'interventions paratextuelles, post-faste, commentaires, critiques, etc., visant à désamorcer leur charge de critique sociale, en les confinant à leur statut de stricte ou supposée stricte fiction. Il s'agissait un petit peu de, finalement, atténuer la charge de critique sociale que portaient ces romans. Or, à la fin de sa vie, dans cet essai, donc, Qu'est-ce que le roman ? Mishima jette soudain un pont entre cette attention à la violence sociale qui exclut ceux qui n'entrent pas dans la norme et le genre même du roman. Le genre du roman, les auteurs, les lecteurs porteraient un fond d'anarchie, d'inadaptabilité sociale, ce que Mishima exprime de façon provocante dans les premières lignes de son essai, qui est paru donc entre 1968 et 1970, donc en 14 chapitres qui constituent, enfin en 14 fois qui constituent les 14 chapitres de l'essai inabouti qu'on a aujourd'hui. Et donc dans le tout début de cet essai, Mishima écrit de façon provocante que les jeunes en bonne santé n'ont pas besoin de la littérature, ils n'éprouvent nul besoin de lire des romans, ils se contentent de regarder la télévision. Quant aux vrais amateurs de littérature, ce sont, je cite, les jeunes hommes manquant d'expérience et souffrant d'une vorace faim de vivre, des jeunes au tempérament tiraillé, poltron et timoré, hypersensibles, hyperstressés, les jeunes hommes qui répriment dans une quête d'idéalisme leurs instincts sexuels, des femmes dont les inclinations à la rêverie ne s'expriment que dans un cadre réaliste et s'en remettent donc à autrui pour approvisionner leurs songes, les femmes hystériques, dotées d'une très subtile sensibilité sexuelle et pourtant touchées par un syndrome de haine de la chair, les jeunes filles frappées d'un délire de référence qui ne comprennent rien à rien, ne pensent qu'à elles et sont persuadées que tout ce qui est écrit dans les livres est en rapport avec elles, les jeunes filles égocentriques qui, dès qu'elles écrivent une lettre, se sentent obligées de s'étendre pendant 2 ou 3 pages sur elles-mêmes avant d'en venir à leurs propos, les femmes d'âge mûr, frustrées sexuellement, toujours sur le point pour un oui ou pour un non de pouffer de rire, les tuberculeux, les fous légers, et puis la foule des pervers sexuels. Alors, ce type de logorée haineuse nous dit sans doute quelque chose de l'état psychologique de Mishima quelques semaines ou quelques mois avant de se donner la mort, mais on retrouve des propos semblables, fût sous une forme moins violente, dans d'autres textes plus anciens. Pour Mishima, le goût de la littérature naît nécessairement d'un refus ou d'un échec de vivre. Il exprime une conscience aiguë et parfois débilitante des mensonges et des servitudes constitutives de toute vie sociale. Et cette énumération sans fin des infirmes de l'existence, cette sorte de catalogue à la Prévert des ratés, nous ramène en fait à l'antinormativité de la littérature. Et c'est théorisé en fait dans les toutes premières pages du livre, la littérature repose sur, en tout cas le roman, sur la question de l'angoisse. Il crée une angoisse, il déstabilise notre rapport rassurant à la norme. Donc le roman, alors je m'excuse pour les interprètes parce que j'ai rajouté ce petit paragraphe, mais j'espère qu'elles peuvent lire le japonais qui est sur le slide. Parce qu'en fait, je vais juste répéter le syllogisme qui est présent dans ce slide. Donc, qu'est-ce qu'un roman, donc Sosetsu Nanika, s'ouvre sur un syllogisme en 3 points. 1. Le roman est un genre littéraire qui inocule de l'angoisse, sentiment d'inconfort, d'intranquillité. 2. Afin de dominer cette angoisse, le lecteur a tendance à chercher à nouer une relation éthique avec le roman, c'est-à-dire qu'il va chercher dans le roman des éléments
qui vont constituer une sorte de remède au poison qu'il inocule, qui vont le rassurer. Et 3, il est donc de la responsabilité du romancier, conclusion, de refuser absolument ce remède. La responsabilité morale d'un romancier, c'est justement de ne pas donner de confort moral. Il doit, au contraire, introduire des dispositifs de contrôle, c'est Ghiossotti, pour éviter que le roman devienne un genre consolateur. Donc, en fait, la conception de mishimienne de la littérature, et c'est pour ça que je la trouve particulièrement intéressante, c'est une sorte d'antithèse des recettes de la feel-good littérature ou des œuvres de développement personnel. Et j'irai même plus loin, Mishima considère que s'il y a une fonction sociale au roman, c'est précisément dans sa négativité qu'elle existe. Pour Mishima, la virulence antisociale d'un genre officiellement respectable sert de garde-fou, sert d'exutoire, en fait, empêche les citoyens de se livrer à des confessions qui seraient inaudibles aux autres, offre à chacun le secours, je cite, d'un représentant officiel doublé d'un régisseur rassurant de ses pulsions les plus secrètes. Donc en gros, dans le roman, il y a de la violence antisociale qu'on ne peut pas reconnaître, mais parce qu'elle existe dans le roman, on peut, comment dire, l'équilibre de la société reste préservé d'une certaine manière. Mais évidemment, cette fonction positive de la négativité menace à chaque instant de se transformer en son contraire, peut ouvrir les yeux de lecteurs innocents contraints de se confronter à travers le roman aux ombres les plus noires de leur psyché. Lire un roman, c'est voir ce qui en nous reste irrémédiablement étranger aux contraintes et aux règles de la société, c'est ouvrir les yeux sur la part maudite de notre moi, inapte à accepter les mensonges du jeu social. Et il faut ensuite vivre avec l'angoisse qui en résulte. Cette violence antisociale du roman, qui a toujours été présente, mais elle est vraiment assumée par le Mishima tardif. Et elle coïncide avec la vision d'un roman comme genre baroque, monstrueux, semblable, écrit-il dans Qu'est-ce que le roman, à un éléphant de mer, cet étrange animal croisé dans un zoo. Il y a peu, je suis allé au zoo marin d'Enoshima où j'ai vu cet animal étrange et énorme, l'éléphant de mer austral. Ce monstre marin, avec sa gueule d'une laideur consommée, affublé de cette protubérance indescriptible et démesurée, fusiforme, est un être qui paraît dénué de sens, dont on ne sait que faire. Lui-même ne semble pas savoir que faire de lui-même. Il ne cesse pas d'intriguer les visiteurs, tous taraudés d'une question absurde. Pourquoi la nature a-t-elle donc fabriqué une chose pareille ? En tout cas, cet animal a beaucoup plus d'originalité que la prosaïque baleine, et le fait qu'il vienne contrarier nos conceptions existantes apporte quelque chose de neuf. C'est une entité antisociale perdue au fin fond de la nature. En regardant cet animal, j'avais le sentiment d'être en face du roman idéal. Inutile de chercher à verser à l'excès dans la finesse et le détail. Dans le roman, le grotesque est un signe de santé et n'a absolument rien de décadent. Le roman, ajoute ensuite Mishima, est un satyricon, un genre semblable à une chimère. Et cette vision du roman comme genre grotesque, genre du grotesque par excellence, contraste fortement avec la place qu'il accorde, quelques années plus tôt, à la notion de buntai, et met l'accent sur l'antinormativité du genre. Le roman s'inscrit contre les normes sociales et fait exploser les bienséances stylistiques. Et cette dimension anarchisante, contestataire, me semble rarement mise en avant quand on se penche sur Mishima et son style. Il me semble qu'il serait intéressant de relire non seulement certains de ses derniers textes, mais peut-être même l'ensemble de sa littérature, à l'aune de cette position un peu radicale et assez surprenante du dernier Mishima. Voilà, en conclusion, je rappellerai que Mishima a toujours eu un rapport ambivalent au roman. D'un côté, c'est le genre qui a assuré son succès, qui était sa principale source de revenus. C'est toujours resté son activité principale. Pendant les 20 ans à peu près de sa carrière littéraire, je considère que le début, comme Kamen no Kokaku, donc 1949,
1949-1970, je ne prends pas en compte les œuvres de jeunesse. Pendant les 20 ans à peu près de sa carrière littéraire, il a écrit tous les ans au moins un roman, donc assez souvent 2, parfois 3, pour un total d'environ 34 romans, parmi lesquels 8 au moins relèvent de sa production alimentaire. En même temps, il a souvent été très critique d'un genre à la forme trop lâche, et l'influence que j'avais évoquée dans le cadre japonais du roman du jeu lui paraît notamment avoir exercé une influence néfaste, parce qu'elle aurait convaincu une partie des romanciers japonais qu'ils pouvaient écrire sans trop se soucier de l'architecture de l'œuvre et de sa géométrie. Le roman souffre pour Mishima de la comparaison avec le genre dramatique. Il est moins intense, tout en lui ne signifie pas avec la même force. Et Mishima a souvent plaidé pour un roman qui saurait aussi s'inspirer de la logique d'unité et de composition serrée de la tragédie classique, comme dans Watashi no Shosetsu Roro, ma méthode romanesque que j'ai citée tout à l'heure. Mais à la fin de sa vie, avec Shosetsu to wa Nanika, Mishima semble, qu'est-ce que le roman ? Mishima semble réhabiliter le roman, ou précisément en raison de son aspect monstrueux, fourre-tout, insolite, baroque, antisocial. L'aspect monstrueux du roman lui donne une vitalité, une corporéité qui évoque une forme de réhabilitation. Le roman, précise Mishima, doit avoir cette odeur de corps vivant, d'entrailles, de chair. Au moment même où il campe devant la mort, ce n'est pas à l'écriture du tombeau et à la solennité de la forme classique, mais à un grotesque qui pue et palpite que Mishima en appelle. Et ces analyses me semblent d'autant plus intéressantes qu'au même moment, Mishima écrit des romans qui semblent effectivement peut-être plus libres formellement et thématiquement que dans les années précédentes. Je crois qu'il est intéressant de se pencher sur ce dernier Mishima pour renouveler le regard qu'on a sur cet auteur, dont la littérature n'est peut-être pas toujours aussi sombre et sérieuse qu'on ne le pense. Je vous remercie pour votre attention.